José Ortega y Gasset est un des philosophes les plus intéressants du XXe siècle. Il s'agit à la fois d'un philosophe classique, en ceci qu'il portait en lui l'héritage de la grande culture européenne, espagnole, française et allemande en particulier, et il s'agit d'un philosophe profondément novateur, qui a apporté son lot de réflexions essentielles pour comprendre le monde moderne. On pense en particulier à son grand ouvrage « La révolte des masses », dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Toutefois, malgré l'aura qui entoure cet auteur, son œuvre reste encore très largement méconnue de nos jours, du moins dans le public francophone. Et c'est tout à fait regrettable, je crois. Les éditions Alia ont contribué à combler cette carence ces dernières années en publiant toutes sortes d'opuscules, comme la déshumanisation de l'art, qu'est-ce que lire, l'histoire comme système, méditation sur la technique, le mythe de l'homme derrière la technique ou encore la mission du bibliothécaire, un petit texte dont j'ai également parlé sur mon espace privé d'ailleurs, je vous mettrai un lien en description de la vidéo si cela vous intéresse de la découvrir. Or, il y a eu récemment une nouvelle activité éditoriale concernant Ortega au mois de septembre. 3 livres sont sortis en effet. Tout d'abord, une traduction en français d'un de ses grands ouvrages, L'Espagne invertébrée, ainsi que la parution d'une biographie intellectuelle par Béatrice Fonck, José Ortega y Gasset, penseur de l'Europe, tous deux parus aux éditions des Belles Lettres, et un 3e livre paru aux éditions Barthia, Une méditation sur l'Europe, un texte que j'ai lu avec attention et qui m'a beaucoup plu, et qui m'a donné envie de réaliser une petite vidéo pour vous en parler. Mais avant de vous parler directement de ce texte, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler très brièvement d'un projet qui me tient à cœur. Il s'agit d'une plateforme qui propose un contenu intellectuel de qualité, à savoir Idéochoc, un projet d'ailleurs porté par un de mes amis dont je connais le sérieux et l'honnêteté intellectuelle. Le concept est, ma foi, assez simple. Nous n'avons pas toujours le temps de lire, et surtout de passer plusieurs heures sur des ouvrages théoriques, en particulier quand on a déjà une vie professionnelle ou une vie familiale bien chargée. Or, il est fondamental pourtant de posséder une solide formation intellectuelle pour faire face aux multiples nuisances idéologiques qui noient notre société. Fort de ce constat, donc, Idéochoc propose de restituer le contenu et les idées essentielles de livres jugés importants à travers des textes et des podcasts d'environ 25 minutes. Les textes sont écrits par une équipe d'auteurs qui se sont réunis derrière ce projet et ils sont enregistrés ensuite par des locuteurs professionnels afin de garantir une écoute agréable. Il s'agit d'un projet encore neuf et que j'espère voir réussir, c'est pourquoi je vous en touche un petit mot pour commencer cette vidéo. Il y a déjà une dizaine d'idéochocs sur cette plateforme, c'est-à-dire donc de textes et de podcasts, mais d'autres suivront bien vite à un rythme régulier, car en effet, l'abonnement à cette plateforme garantit la publication d'un podcast par semaine, c'est-à-dire donc de 4 par mois. Le choix des livres est aussi très intéressant, on y trouve déjà des titres connus, comme Le Samouraï d'Occident de Dominique Venner ou L'archéofuturisme de Guillaume Fay, par exemple. On y trouve des classiques de la pensée politique, comme Du pouvoir de Bertrand Jouvenel ou Les réflexions sur la violence de Sorel, ou encore des œuvres plus philosophiques, comme Après la vertu de MacIntyre ou Par-delà bien et mal de Nietzsche. Il y a donc très largement de quoi commencer, je crois. En bref, si vous voulez découvrir plus de livres et plus d'idées, ne perdez donc plus de temps. Abonnez-vous à Idéochoc, à la fois pour nourrir votre culture générale, mais aussi pour soutenir une action militante et intellectuelle de qualité. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo. Revenons maintenant à notre sujet. Ce petit livre d'Ortega est en vérité une très longue conférence qu'il a prononcée à l'Université libre de Berlin en 1949. La date est bien entendu capitale. Nous sommes quelques années seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la ville vient d'être officiellement partagée entre un secteur occidental et un secteur communiste. C'est donc dans cette ville morcelée, cette ville en ruine, qui symbolise la récente autodestruction de l'Europe, qu'il est apparu impératif à Ortega de livrer ses méditations sur les destinées de sa civilisation. Et c'est pourquoi sa conférence porte ce titre en latin, De Europa Meditatio Quaedam, une certaine méditation sur l'Europe. Il s'agit d'un texte fort dense, qui s'inscrit bien entendu dans le contexte de l'immédiate après-guerre, mais qui parvient à s'extraire de cette actualité la plus brûlante pour offrir une méditation fort profonde sur la nature de l'Europe, sur la façon dont elle s'est construite, sur les rapports de cette civilisation avec les différentes nations qui la composent, et pour offrir bien sûr une interrogation sur son avenir.
L'Europe est un espace géographique, certes, mais elle est avant tout un espace qu'imprègne une civilisation, dit-il. Mais Ortega observe qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette civilisation est devenue problématique. Problématique en ce sens qu'on ne sait plus très bien ce qu'elle signifie ni ce qu'elle recouvre. Ses contours sont devenus flous et son avenir incertain. Depuis le début du XXe siècle au moins, se faisait déjà entendre une petite musique, un constat pessimiste sur les destinées de l'Europe. Pour s'en convaincre, il suffit de songer au fameux déclin de l'Occident d'Oswald Spengler ou au constat de Paul Valéry sur la mortalité des civilisations. Mais au lendemain de la guerre, en 1945, après le grand cataclysme qui s'est abattu sur l'Europe, il est devenu évident pour tous que cette dernière est entrée dans une phase crépusculaire. Pour autant, ce crépuscule n'annonce pas forcément une nuit noire. Au contraire, même, Ortega estime plutôt qu'il faut y voir un crépuscule du matin, annonçant peut-être une nouvelle aurore. Le fait que notre civilisation soit devenue problématique, dit Ortega, et que tous ses principes soient aujourd'hui mis en question par nous, sans exception aucune, n'a rien de forcément triste ni de lamentable, ni qui nous mette à la dernière extrémité. Il signifie peut-être, bien au contraire, qu'une nouvelle forme de civilisation est en train de germer en nous, et par conséquent, que sous les catastrophes apparentes, sous les angoisses, les douleurs et les misères, un nouveau profil de l'existence humaine est en train de naître. Ortega nous invite en effet à ne pas nous morfondre sur le doute qui s'empare de nous. Les civilisations ont plus à craindre la pétrification de leur foi traditionnelle et la sclérose de leurs croyances, plutôt que leur remise en question, qui permet, elle, un renouvellement. Dans les moments de crise, il s'agit d'être et de vivre avec une intensité renouvelée, plutôt que de se reposer. Et à cet égard, le doute peut s'avérer un élément créateur et la sensation de naufrage un grand stimulant. D'une façon hegelienne, Ortega invite donc les Européens d'après la catastrophe mondiale à scruter le positif qui peut surgir de la négativité. Les ruines font partie de l'économie intime de l'histoire. Elles sont effectivement terribles pour ceux qui subissent de plein fouet la catastrophe, mais la catégorie du changement, de la mutation, est essentielle en histoire. Derrière les ruines se cache le rajeunissement, écrit-il. Que nous le voulions ou non, dit-il à ses auditeurs, ce grand naufrage appelle donc les Européens à reconsidérer les principes de leur civilisation en vue d'un rajeunissement et d'une renaissance. Pour cela, il s'agit de reconsidérer l'histoire de l'Europe avec un regard neuf, car après tout, comme disait Nietzsche, l'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue. Essaimant sur le continent depuis les ruines du monde antique, les peuples européens se sont toujours caractérisés par une dualité dans leur forme de vie, dit Ortega. À mesure qu'ils se forgeaient peu à peu leur génie propre, ils se créaient entre eux, ou au-dessus d'eux, un répertoire commun d'idées, de manières et d'enthousiasme. Dans cette nouvelle civilisation qui prit forme entre l'époque de Charlemagne et d'Othon III, les Européens ont vécu et agi dans un espace et un environnement commun. Et l'homogénéité de cet espace n'a pas exclu la diversité. Ainsi qu'il le note, l'idée chrétienne engendre les églises nationales, le souvenir de l'impérium romain inspire les diverses formes de l'État et la restauration des lettres classiques au XVe siècle déclenche les littératures divergentes. L'une des graves erreurs de la pensée moderne, estime-t-il, fut de confondre la société avec l'association. L'association libre et délibérée par choix rationnel, j'entends. Ortega cautionne ici avec Louis de Bonald, je vous renvoie à ma précédente vidéo, et considère en effet qu'une société ne se constitue pas par l'accord des volontés. Tout accord de volonté présuppose au contraire l'existence d'une société de gens qui vivent déjà ensemble, et le raccord ne peut consister qu'à préciser l'une ou l'autre forme de cette coexistence. Or, si Ortega se permet de critiquer rapidement le contractualisme moderne, c'est qu'il voudrait suggérer que les peuples européens forment depuis longtemps une société, une collectivité. Il y a des mœurs européennes, écrit-il, des usages européens, une opinion publique européenne, un droit européen, un pouvoir public européen. Mais tous ces phénomènes sociaux se manifestent sous une forme appropriée à l'état d'évolution des membres qui la composent, les nations. En d'autres mots, dit Ortega, l'existence de l'Europe comme société est même antérieure à l'existence des nations européennes.
car c'est seulement au sein de cet espace commun, en effet, que ces différentes nations ont pris forme. En ce sens, écrit-il, les nations d'Occident se sont peu à peu formées comme des noyaux de plus en plus denses de socialisation, au sein d'une société européenne qui leur préexistait de la façon la plus large en tant qu'environnement social. Cet espace historique, imprégné d'usages en bonne partie communs, a été créé par l'Empire romain, et le profil géographique des nations qui sont apparues par la suite coïncide parfaitement avec la simple division administrative des diocèses dans le Bas-Empire. L'histoire de l'Europe, messieurs, qui est l'histoire de la germination, du développement et de la plénitude des nations occidentales, ne peut se comprendre si l'on ne part pas de ce fait radical. L'homme européen a toujours vécu à la fois dans deux espaces historiques, dans deux sociétés. L'une moins dense mais plus large, l'Europe, l'autre plus dense mais territorialement plus réduite, l'ère de chaque nation ou des étroites provinces et régions qui ont précédé, comme forme particulière de société, les grandes nations actuelles. Il en va ainsi à tel point que c'est là que se trouve la clé de toute compréhension de notre histoire médiévale, celle qui permet d'éclairer les entreprises guerrières et politiques, les créations de la pensée, de la poésie et de l'art de tous ces siècles-là. C'est donc une erreur au sens strict que de penser que l'Europe est une figure utopique qui parviendra peut-être à se concrétiser dans le futur. Non, l'Europe n'est ni seulement ni vraiment un futur, mais quelque chose qui est là depuis un passé lointain, plus encore, qui existe antérieurement aux nations qui sont aujourd'hui si clairement profilées. Ce qui, oui, sera nécessaire, ce sera de donner à cette réalité si vétuste une nouvelle forme. Loin d'être un simple programme politique pour un avenir immédiat, l'unité européenne est le seul principe méthodique qui permette de comprendre le passé de l'Occident. Chacun de nos peuples, français, britanniques, espagnols ou allemands, a vécu, tout au long de son histoire, cette double forme de vie. Celle qui vient de son fond européen, qu'il a en commun avec les autres, et la sienne qui crée sa différence à partir de ce fond. Il y a des siècles où la particularité nationale prédomine, comme au XIXe siècle, et d'autres où c'est plutôt le fond européen commun, comme à l'époque de Charlemagne ou le XVIIIe siècle. Ce que nous appelons nation n'apparaît d'ailleurs au sens strict qu'à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle. Ainsi donc, c'est parce qu'elles étaient déjà préformées dans le sein européen que les différentes nations européennes sont parvenues à se constituer une vie propre, suffisamment riche et créatrice. Et c'est à ce moment-là qu'elles se différencient alors plus nettement les unes des autres. Partageant énormément de traits avec chacune des autres nations d'Europe, ce sont leurs traits spécifiques qui sont alors cultivés avec d'autant plus de soin. Mais ceci nous révèle au passage qu'une nation ne peut jamais être une seule, écrit Ortega. Au strict concept de nation, nullement vague, appartient inéluctablement la pluralité. Aucun peuple européen ne se serait reconnu lui-même comme une nation en face, disons, des Arabes. La différenciation consciente de ces derniers aurait eu et a eu effectivement une autre signification. Ce fut l'opposition à l'islam, fondée elle-même sur la conscience d'appartenir à l'Occident face à l'Orient, là où l'Occident signifiait alors essentiellement la chrétienté, mais où à son tour la chrétienté signifiait l'Europe, et tel était le profil sous lequel se présentait alors la grande société européenne. De même que les différentes cités-États de la Grèce antique se sont développées et différenciées sur un fond culturel commun, les différentes nations de l'Europe ont développé leurs traits particuliers dans un ensemble qui les dépassait. Platon, par exemple, était athénien et profondément attaché à sa cité, cela ne fait aucun doute. Mais il était également grec. La Grèce d'alors, l'Hellade, ne formait pas une nation au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Elle était cette réalité sous-jacente, derrière l'écorce visible de toutes les cités indépendantes, une réalité que les Grecs ont toujours ressentie en eux, sans avoir besoin de la conceptualiser. Cette réalité, préalable à toute volonté constitutive de ses membres, est ce qui est là avant nous et indépendamment de nous. Les Grecs ont fondé des cités et établi des régimes politiques différents. Mais la Grèce, l'Hellade, ils ne l'ont pas créée. Elle fut toujours derrière eux, telle une vis a tergo, dit Ortega, une expression latine qui désigne une force qui agit dans le dos, par l'arrière, en poussant dans le sens du mouvement. Or, il en fut de même pour les différentes nations de l'Europe à travers leur histoire. Elles ont pu se battre entre elles,
se différencier, suivre des chemins différents parfois. Mais l'Europe, comme vis a tergo, comme réalité inconsciente et motrice, fut toujours sous-jacente à leur développement. D'ailleurs, comme le note Ortega, les guerres inter-européennes avaient presque toujours montré un style curieux qui les faisait ressembler fort aux querelles domestiques. Elles évitaient l'anéantissement de l'ennemi et étaient plutôt des combats, des luttes d'émulation comme celle des gars dans un village ou des disputes entre héritiers pour la répartition d'un patrimoine familial. Chacun à sa manière, tous tendent au même but, eadem sed aliter. Parler de querelles domestiques comme le fait Ortega pour parler des guerres qui ont traversé l'Europe au cours des siècles peut paraître excessif, mais il faut mettre cette expression en parallèle avec la façon dont Platon lui-même parlait des guerres entre cités grecques. Pour parler de la guerre avec les non-grecs, les Perses par exemple, Platon parlait de polémos, de guerre à proprement parler, alors qu'il employait le mot stasis pour désigner les guerres entre Grecs, faisant plutôt référence à des troubles intérieurs comme une guerre civile. Toutefois, quelque chose a changé au XXe siècle, note Ortega. Pour la première fois dans les deux guerres mondiales, les différents peuples européens ont tenté de s'anéantir mutuellement, provoquant une catastrophe inouïe dans l'histoire de leur civilisation. Or, cette catastrophe peut être la dernière page de leur histoire, mais elle peut être aussi la première d'un nouveau chapitre. L'Europe fut toujours cette vis a tergo de nos différents peuples, cette forme qui va de soi. Mais cette forme allait tellement de soi que les Européens ont fini par ne plus y penser et par l'oublier. Or, maintenant que les Européens sont confrontés au risque de leur autodestruction, il leur faut jeter un nouveau regard sur leur civilisation, non plus seulement comme ce qui va de soi, mais comme un projet d'avenir, non plus seulement comme une vis a tergo, mais comme une vis proiectiva, une force créatrice de futur, un idéal de vie tourné vers l'avenir. José Ortega y Gasset a beau avoir prononcé ce discours en 1949, ce dernier est plus que jamais d'actualité. À l'heure où nous nous sentons de plus en plus dépossédés de notre culture, il est tentant de se tourner uniquement vers nos différentes réalités nationales et d'en faire des absolus. La nation est certes une force indéniable à laquelle nous devons nous ressourcer, mais celle-ci n'a de sens que si on la relie à l'ensemble civilisationnel auquel elle appartient. L'histoire d'Athènes est inintelligible sans celle de Sparte, et on ne comprend pas davantage l'histoire de France si on la sépare artificiellement de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne. Nos différentes nations furent grandes tant par leurs différences que par ce qu'elles avaient en commun. Puisse la connaissance de nos racines communes nous permettre d'envisager un nouvel avenir, une nouvelle forme de culture qui ne reproduise plus les erreurs d'hier. Pour conclure cette vidéo, je voudrais rappeler ces quelques vers de Frédéric Mistral. Conservons du passé les grandes fondations, les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. Mais tenons l'œil ouvert autant que la mémoire vers le libre avenir, clarté qui toujours croît. Cheminons confiants, sans peur et sans ressaut.